pour les job offers, les applicants, les candidats. Bonjour. Bonjour, Sam. Bonjour. Bonjour, Félicien. Bonjour, Sébastien. Bonjour, Félicien. Bonjour, je m'appelle Alexa, je suis la bénévole, je suis un petit investissement concernant le temps. Chaque équipe dispose de 20 minutes pour les présentations. Pour présenter son cas au jeu, j'afficherai les cartons pour les 10, les 5, les 2 et les 30 dernières secondes de la présentation. Les 10 dernières secondes, j'afficherai à la demi-doigt et l'équipe n'ayant pas terminé à la fin de cette période de temps se devra arrêter pour passer à la période de questions. Je rappelle au jury que la période de questions est de 5 minutes et qu'il est obligatoire de poser au moins une question. J'inviterai donc les juges à se présenter et par la suite, vous pouvez commencer. Bonne chance. Bonjour, mon nom est Michael Carouf, je suis conseiller chez Gestion MD. Je suis Marc-André Philippe, trader chez Gestion MD. Moi, c'est Eric Duchesne, je suis aussi trader chez Gestion. Donc, nous savons tous, l'essor des technologies ont affecté beaucoup le monde en plusieurs facettes. En investissement, on parle surtout d'accès à l'information. L'accès à l'information, au niveau des finances, on parle de l'efficience informationnelle. Donc là est l'essence d'un investisseur pour bien performer. C'est pourquoi mes collègues Alexandre Paré et Jean-Sébastien Paquin, moi-même Félix Seguin, sommes ici pour bien conseiller M. Labarre, bien lui expliquer au niveau théorique les mandats qui nous ont été confiés aujourd'hui. Donc, nous allons commencer avec le mandat numéro 1, qui est de renseigner M. Labarre sur la théorie de l'efficience des marchés. Par la suite, on va aborder un petit peu les comportements individuels et collectifs des investisseurs et l'influence que ça a sur la bourse. Par la suite, on va y aller avec le mandat numéro 2, qui est d'analyser le titre Volkswagen, et le mandat numéro 3, qui est d'expliquer avec l'élection présidentielle de M. Trump l'indice boursier Dow Jones. Par la suite, on va effectuer une recommandation d'un plan d'entrée en marché pour M. Labarre suite à l'obtention de sa loterie, avec des stratégies de couverture. Donc, notre présentation se déroulera comme suit. Premièrement, nous allons décrire la situation initiale telle qu'elle a été présentée dans le cas. Ensuite, nous présenterons chacun de nos 4 mandats et s'en suivra d'une courte conclusion. Donc, M. Labarre a récemment gagné un gain à la loterie, un gain non imposable de 60 millions de dollars. Il a payé ses dettes et il a significativement augmenté son train de vie à un montant de 10 millions, ce qui lui laisse 50 millions de dollars qu'il a déposés dans des dépôts à terme qui seront échus au début de 2017. Et depuis qu'il a gagné cet important montant d'argent, M. Labarre est très intéressé au marché boursier. C'est un sujet nouveau pour lui qui est très complexe à comprendre. Donc, notre mandat aujourd'hui, ça va de l'aider à mieux comprendre le marché boursier. Donc, le mandat numéro 1, l'efficience des marchés. Donc, l'hypothèse de l'efficience se base sur le fait qu'on n'a pas de coût de transaction, il n'y a pas de frais d'impôt. L'accès à l'information est à tous et gratuite et elle affecte les différents titres de façon immédiate. Donc, par la suite, on suppose aussi que les investisseurs sont rationnels. Puis ensuite, il y a l'atomicité des investisseurs et la liquidité. Donc, ce qui fait en sorte qu'un investisseur ne peut pas, par lui-même, avec une grosse masse d'argent, faire fluctuer un titre. L'impact d'un marché efficient, c'est que c'est une source fiable pour les investisseurs. C'est sûr que le marché n'est pas efficient au maximum, il y a toujours des imperfections. Ce qu'on va voir un petit peu au niveau des limites, pour passer à la prochaine diapositive. Donc, les comportements. C'est quoi les comportements? On n'est pas toujours rationnel. Donc, on se fie des fois à nos émotions. On se fie des fois à nos croyances personnelles. Ce qui peut faire en sorte qu'on ne suit pas vraiment l'information, qu'on y va plus au niveau personnel auprès d'un titre. Par la suite, il y a l'arbitrage. Donc, l'achat et la vente immédiate d'un titre simultanément pour profiter de l'imperfection du marché. Les anomalies des prix. Donc, les principaux travails psychologiques. On parle de cognitif, donc le savoir, émotionnel, comme je viens de le mentionner. On parle de réflexe automatisme, un prix décent.
je veux le vendre tout de suite, je ne suis pas très averse au risque que ça me présente. On a individuel ou collectif, donc, comme j'ai expliqué tantôt, un peu la force collective. L'autoréalisatrice, donc, moi, je pense que je devrais faire ça, donc j'effectue, ce qui n'est pas toujours rationnel. Donc, ça peut créer des tendances boursières résultant à une sous-réaction ou à une surréaction. Au niveau pratique, en quoi ça donne? On peut parler de bulle spéculative. On regarde le crash boursier de 1987. On a eu une bulle qui a duré environ 2 ans. Donc, la bulle, qu'est-ce que ça fait? Une surévaluation des titres. On parle d'une absence de substitut parfait. Donc, on ne peut pas se tourner vers un autre titre puisque le titre est surévalué. On parle aussi de l'arbitrage qui devient risqué. Donc, c'est plus nécessairement bon de faire des achats et des ventes simultanées puisque le marché n'est pas cohérent. On parle d'une imprévisibilité aussi. La bulle peut éclater à n'importe quel moment. On ne sait pas quand. On sait que le marché peut avoir des défaillances suite à ça. Si on voit la crise de confiance de 2008 au niveau de l'immobilier aux États-Unis. Donc, en fait, la Banque centrale américaine a redressé ses taux de 4 en dedans de quelques années, ce qui fait en sorte que le consommateur moyen ne fait plus subvenir aux besoins de son prêt hypothécaire. Les défaillances ont ensuite accéléré la baisse de l'immobilier, ce qui a suivi un crash. Donc, il y a beaucoup de facteurs macroéconomiques qui peuvent affecter tout simplement le marché. Donc, ce qui explique pourquoi que la théorie d'un marché efficient est vraiment une théorie et n'est pas applicable à 100%. Donc, pour ce qui est du mandat 2, en fait, M. Havard nous a demandé de lui expliquer un peu ce qui s'est passé avec le crash du site de Volkswagen en 2015. Donc, ce qui est arrivé en fait en 2013, un ONG. Donc, un ONG américaine, International Council on Clean Transport, ont fait des tests sur 2 véhicules Volkswagen au diesel, un Jetta et un Passat, sur la route. Puis en fait, ce qu'ils ont découvert, c'est qu'en mettant un dispositif qui évaluait les émissions sur les cours d'échappement des 2 véhicules, en faisant dans le fond le trajet San Diego-Seattle, ils se sont rendus compte en fait que le Jetta faisait de 15 à 25 fois plus d'émissions que dans le fond la norme américaine, et le Passat de 5 à 20 fois. Donc l'ONG en 2013 ont découvert ça. Ils ont attendu jusqu'en 2014 en fait pour informer l'agence américaine de protection de l'environnement. Puis en fait, l'agence américaine, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'informer Volkswagen de cette découverte. Volkswagen ont nié en fait qu'ils connaissaient ce problème. Ils ont plus appliqué ça sur, dans le fond, un défaut de manufacture. Ce qu'ils se sont rendus compte en fait, c'est que à partir de 2009 jusqu'à aujourd'hui, il y avait ces défauts-là. Ils ont dit que Volkswagen a tenté de régler le problème, en fait, ce qu'ils ont dit au gouvernement. Par la suite, en 2015, en fait, entre 2014 et 2015, le gouvernement américain et en partenariat avec l'Agence américaine de protection de l'environnement, ils ont fait des tests à nouveau sur les nouveaux véhicules, les véhicules 2015. Puis encore là, ils n'étaient pas aux normes d'émissions de gaz ils n'étaient pas aux normes de gaz américaines. Donc, ce que le gouvernement américain en fait a fait, c'est qu'ils ont menacé dans le fond d'enlever. Ils ont menacé Volkswagen dans le fond de ne plus laisser leurs véhicules rentrer sur le marché américain. C'est à ce moment-là que Volkswagen a admis l'utilisation d'un logiciel sophistiqué pour, dans le fond, déjouer les tests faits en laboratoire. Puis, par la suite, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que sur une utilisation normale en laboratoire, le logiciel en question, il bloquait, si on veut, l'émission des gaz. Et sur route, donc en utilisation par les consommateurs, dès que l'utilisation dépassait, si on veut, les limites, c'est là qu'il laissait échapper de plus de 40 fois la norme américaine. Donc, c'est ce qui explique en fait, si on voit en 2015,
je pense que c'est au niveau du 11 septembre, c'est là que ça a été dévoilé en 2015. C'est sûr qu'on peut voir auparavant que ça avait déjà commencé à descendre parce que en 2014, à cause que le gouvernement américain demandait à Volkswagen de régler le problème, ils ont été obligés de faire un rappel sur les modèles de 2009 à 2014. Donc ça a un peu mis la puce à l'oreille aux consommateurs puis aux investisseurs du marché qu'il y avait un problème. Et en 2015, si on peut voir sur la courbe, au 11 septembre, ça a été dévoilé par les médias. C'est là que le titre a chuté approximativement de plus de 60%. Donc, ce qui conclut dans le fond le problème avec Volkswagen, c'est que le gouvernement américain accuse Volkswagen d'avoir produit et installé un logiciel sur certains véhicules, les véhicules diesel bien sûr, et qui détecte dans le fond les tests d'émission et enclenche le contrôle polluant seulement pendant la durée des tests. Comme je vous expliquais, en utilisation normale, le logiciel contrôlait dans le fond les émissions de gaz et rendu sur la route, les véhicules polluaient grandement, ce qui n'était pas aux normes américaines. La personne de l'année 2016 aux États-Unis et peut-être même dans le monde est le candidat républicain, maintenant élu président, Donald Trump. Et dans ce mandat, nous allons examiner comment ces politiques économiques et budgétaires et ses propos ont fait bouger le cours de l'indice Dow Jones de la bourse de New York. Il y a trois phrases. Nous avons défini trois phases en 2016. La première phase est une phase d'incertitude lorsque Donald Trump était un nouveau venu dans l'arène politique. Et Donald Trump est un candidat définitivement hors norme. Donc, le marché ne savait pas trop comment réagir au fait qu'un candidat qui sortait autant de la masse, pourquoi est-ce qu'il défaisait tous ses opposants républicains l'un après l'autre sans aucune difficulté. Donc, cela a fait bouger les marchés à la baisse. Et ensuite, Donald Trump a gagné l'investiture du Parti républicain et s'en suivit une phase de stabilité entre le mois de mai et le jour de l'élection. Et pourquoi les cours ont été stables durant cette période? C'est parce que les analystes politiques, les maisons de sondage, les médias, l'élite culturelle, même la majorité des partisans de Donald Trump ne croyaient pas en sa victoire. Presque tout le monde avait l'anticipation que Hillary Clinton était pour être élue présidente. Et le programme politique d'Hillary Clinton se voulait dans la continuité du programme du président sortant Barack Obama. Donc, il était logique que les marchés soient stables durant cette période, car les marchés s'attendaient à ce qu'il y ait more of the same, comme ils disent aux États-Unis. Et ensuite, ça a suivi la grande surprise, 8 novembre, jour de l'élection présidentielle, Donald Trump l'emporte. Et ça a suivi entre le jour de son élection et la fin de l'année 2016, le Dow Jones a gagné 8%, ce qui est considérable dans une si courte période. Et pourquoi les marchés ont réagi d'une façon très positive à son programme budgétaire qui est très conservateur. Il veut sabrer dans les dépenses de l'État, il va diminuer les impôts, diminuer la réglementation des entreprises. Et il y a également Donald Trump s'est fait élire en grande partie grâce à son opposition au libre-échange. Il a décidé d'abolir le traité transpacifique. Il va renégocier l'ALENA en espérant gagner des termes plus avantageux pour les États-Unis. Donc, ce que Donald Trump espère accomplir, c'est rebâtir la base industrielle dans le Midwest américain qui a tant souffert des délocalisations depuis les 40 dernières années. Et jusqu'à présent, Donald Trump est très bien parti pour accomplir ce qu'il désire accomplir, et c'est pour cela que les marchés boursiers sont à la hausse présentement.
Donc, pour ce qui est du mandat 4, en fait, monsieur Avard nous a demandé, dans le fond, un plan d'entrée en marché, si on veut, avec des stratégies, des stratégies de couverture. Donc, dans le fond, nous, avec le cas qui nous a été présenté, on n'avait pas beaucoup d'informations par rapport à M. Avard. En fait, on sait que c'est une personne très exigeante. On sait qu'il s'intéresse au marché boursier. On sait aussi que monsieur a investi 50 millions dans des obligations. Mais avec mes collègues, on aimerait bien rencontrer M. Avard, dans le fond, au niveau pour établir un profil d'investisseur. Donc, savoir la tolérance au risque de monsieur, son horizon de placement ainsi que ses objectifs. On sait que monsieur est à la retraite. On sait aussi qu'il a gagné 60 millions. Donc, on n'est pas vraiment au courant de son âge, de ses ambitions, puis dans le fond de ses projets futurs. Est-ce que monsieur veut garder la pérennité dans le fond de son portefeuille? Est-ce qu'il veut faire beaucoup de gains ou il veut juste continuer à garder son train de vie? Donc, ça serait de rencontrer monsieur puis de discuter de ses objectifs. Par la suite, au niveau de la détermination des allocations des actifs, nous, ce qu'on a décidé, c'est des titres à revenu fixe ou variable. Donc, c'est sûr que dans son portefeuille, on veut mettre, on voudrait garder des obligations. Parce qu'avec du capital, un capital aussi grand, des obligations, ça peut quand même garder, on veut son capital assez stable. Au niveau de variables, c'est pour faire un peu plus de profit, pour aller essayer de chercher des gains plus élevés. Viser des titres à peu de volatilité, en fait, on viserait probablement du AAA ou du AA pour essayer de garder, dans le fond, le cours de l'action assez stable. Pour les produits dérivés, en fait, c'est surtout pour se protéger. Si monsieur veut aller un petit peu plus agressif, on peut y aller avec des options de vente, des options d'achat, des calls et puts en anglais. Puis au niveau des devises, des contrats swap, en fait, ce qui est un entente d'échange en fait à taux soit à moyen terme ou à long terme pour des devises étrangères. Parce qu'on a vu dans le fond que les actions que monsieur regardait, c'était en euros, c'est en Dow Jones, puis probablement que monsieur voudrait peut-être aller aussi sur le marché américain avec, dans le fond, avec le dollar en ce moment. Choix de stratégie de placement, selon nous, on devrait y aller avec une approche ascendante. Donc, regarder des entreprises dans le fond qui sont à perspective croissante, en fait. Des titres qui sont sous le marché, qui sont, dans le fond, qui sont perspective de montée. Et les mesures et évaluations de performance, en fait, après avoir discuté avec monsieur, d'avoir établi un portefeuille, d'avoir établi ses objectifs, c'est là qu'on va pouvoir, dans le fond, mesurer et évaluer la performance du portefeuille avec monsieur. Donc, en fait, nous avons répondu aux 4 mandats. Nous l'espérons que les informations théoriques, autant théoriques que pratiques, soient substantielles pour M. Avara. Par la suite, on a analysé les deux titres, on a expliqué les événements principaux, les éléments qui ont fait en sorte que le titre a chuté ou monté. Par la suite, nous avons fait une recommandation d'un plan d'entrée de marché. C'est sûr que lors d'un prochain mandat, ce serait intéressant de rencontrer vraiment M. Avara pour qu'on puisse établir des politiques de placement qui sont plus concernées pour lui. Évidemment, on n'avait pas beaucoup d'informations, on avait 2-3 lignes sur M. Avara. Ce serait très important de le rencontrer. C'est sûr qu'avec un gros lot comme ça, ce serait quelque chose, on irait à perpétuité, évidemment, s'il est d'accord. Donc, nous sommes maintenant prêts à répondre à la dernière question. Bon, je comprends que vous avez été prudent dans le sens de la recommandation au niveau, bon, vous ne connaissez pas beaucoup de détails par rapport à M. Avard. Par contre, j'aimerais quand même savoir, étant donné qu'on a vu l'information n'est pas toujours inclue dans le marché au niveau de la valeur, et il y a des situations comme l'élection où tout peut changer d'un côté comme de l'autre parce que les gens ont mal perçu la réalité. Selon vous, la stratégie de couverture, est-ce que ce serait souhaitable ou même que ça pourrait être évité ou sans conséquence dans ce cas-ci? C'est sûr qu'avec un gros capital comme celui-ci, c'est primordial de protéger son capital. On peut le voir, évidemment, lors de l'achat d'une action, on va débourser beaucoup plus qu'avec une option. Une option peut nous couvrir de dépenses énormes, puis peut nous donner un avantage à moyen, en fait, court à moyen terme normalement.
puis on peut aller faire un gain substantiel tout en se protégeant. Donc oui, c'est considérable d'y aller avec des options de couverture, définitivement. Puis également, c'est d'y aller avec une gestion active du portefeuille. Donc c'est très important que M. Si décide d'y aller de l'avant avec Max Profit, de toujours suivre les facteurs macroéconomiques, suivre l'actualité, puis l'information en temps réel, parce qu'on sait que ça change à un instant. Donc c'est très important effectivement faire une gestion active du portefeuille, puis de souvent rencontrer monsieur lorsqu'il y a des considérations, lorsqu'il y a des inquiétudes, c'est toujours important de réconforter le client, malgré si un titre prend une descente, par contre on envisage une relevée du titre, c'est important de l'expliquer à monsieur, puis pour bien satisfaire le client. Merci. On sait que monsieur approche de la retraite. On sait que le Dow Jones est à son plus haut dans l'histoire. Dans l'allocation des titres dans le portefeuille, seriez-vous porté à aller mettre plus de poids sur les titres à revenu fixe ou les titres sur le marché boursier comme les ETF, les actions? En fait, ça va dépendre des perspectives de monsieur également. Donc, s'il veut y aller avec quelque chose qui est sécure, on va y aller vers on peut même aller vers les bons trésors, on peut aller vers les obligations. Également, s'il veut des dividendes, s'il veut du revenu qui rentre à perpétuité pour satisfaire sa retraite, par exemple, là, ça va être important de mettre une certaine proportion. Ça va dépendre de son âge aussi. Si on pense à la règle du pouce, donc l'âge moins, excusez-moi, 100 moins l'âge de monsieur, donc on met en proportion les obligations avec l'âge de monsieur, puis le reste en action. Donc ça va vraiment dépendre de sa situation présente. On sait que c'est un jeune retraité, donc probablement que le portefeuille aura une pondération moitié-moitié avec des revenus à taux fixe variables, puis avec des obligations bon trésor, des quasi-espèces, des espèces. C'est sûr qu'il va vouloir garder le stockage également. Merci. D'autres questions? Non, ça va. Ça va? Ouais, parfait. Ça va, merci beaucoup. Merci.